Chers téléspectateurs, bonjour. La science est devenue la rationalité par excellence. Et si j'emprunte au professeur Mouchili, sur sa 4e de couverture, Penser la philosophie à l'aide des technosciences, il écrit « La technoscience est la figure actuelle de la science. Cette science qui transforme, cette science qui donne des outils au quotidien, cette science qui, à travers ses instruments, change des vies, change les codes éthiques, change les morales et oblige à remettre en cause tout ce que nous avons reçu de manière classique. » Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la science en Afrique. Dans un premier temps, pour comprendre pourquoi est-ce que l'Afrique semble être marginale en ce qui concerne les questions scientifiques. On situe l'Afrique en général à la périphérie, comme celle-là qui reçoit des informations, des outils ou des gadgets qui viennent d'un centre qui commande, d'un centre qui télécommande, d'un centre qui téléguide, d'un centre qui finalement nous impose les manières d'être, de faire et de dire. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour et merci pour cette invitation. Merci infiniment d'être là. Bonjour, docteur Ndi. Bonjour et merci pour l'invitation. Nous allons réfléchir sur la science en Afrique. Et à partir de l'introduction que je viens de faire, pensez-vous que l'Afrique vit un autre âge plutôt que d'être dans l'âge technoscientifique aux sciences propres du terme, où on voit comment est-ce que la science, la technoscience, science ou technoscience, permettait chez le spectateur que de temps en temps, les termes se confondent. Mais c'est davantage la technoscience. Si on s'en tient, l'Afrique est-elle à un autre âge? Est-ce que c'est notre manière de penser, notre manière de raisonner qui est problème pour notre contexte? Oui, merci de me passer la parole. Je dirais d'abord, d'entrée de jeu, que c'est vrai ce que vous avez dit. L'Afrique a toujours été classée en dehors de l'histoire. Oui, nous connaissons des récits faramineux là-dessus, avec des auteurs, des penseurs, même des hommes politiques qui ont estimé que l'Afrique n'était pas dans l'âge de la rationalité, encore moins pouvait faire partie de la science. Alors, nous allons plutôt nous poser la question de savoir dans quelle mesure pouvons-nous réfléchir aujourd'hui pour intégrer ou bien pour faire que l'Afrique fasse partie de l'histoire de la science ou bien puisse participer à la production de la technoscience. Alors, cela ne veut pas dire qu'on va négliger les opinions négatives qui ont été émises au sujet de l'Afrique. Toutefois, aujourd'hui, nous estimons que la science est devenue l'instrument idéal pour le développement et la transformation des civilisations. Et si l'Afrique est encore en retard par rapport aux autres continents, et notamment par rapport à l'Occident, c'est certainement dû à l'histoire que ce continent a subi. Mais cette histoire ne suffit pas pour épargner ce continent des enjeux de la science aujourd'hui. À cet effet, nous dirons donc qu'il revient aux Africains de penser comment se rattraper ou bien rattraper ce retard engagé dans l'histoire. Et à cet effet, nous dirons que aujourd'hui, il revient aux nations africaines de mettre en place un système adéquat qui pourrait permettre aux chercheurs de pouvoir, ne serait-ce que pour un début, mettre en place un programme de recherche qui pourrait certainement permettre aux nations africaines d'avoir une place dans l'histoire universelle de la rationalité. Merci, docteur Ndi. Professeur Mouchili, le 15e, le 16e, le 17e et même le 18e siècle ont été une phase historique à peu près vide pour l'Afrique. Quand je fais allusion à la traite des esclaves. Pendant ces siècles-là, les continents les plus puissants se sont construits. Est-ce qu'on peut partir de là pour expliquer le retard que l'Afrique peut avoir par rapport à l'avancée scientifique? Ce qu'il faut dire, c'est que naturellement, l'Afrique a connu une histoire très tumultueuse. Et de façon timide, elle se relève de cette histoire qui n'a pas été de tout repos.
L'Afrique, quand on remonte très loin dans le temps, a connu des périodes de gloire. Il y a eu l'Égypte antique, qui était tout un miracle. Il y a eu l'Empire du Mali, entre le 10e jusqu'au 14e siècle de notre ère. Ça a été un empire qui s'est spectaculairement développé. Bon, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'esclavage, la colonisation et, disons, la dissolution de soi dans un système civilisationnel qu'on n'a pas toujours compris. Pour toutes ces raisons, on peut comprendre pourquoi l'Afrique est à la traîne. Mais disons que l'Afrique n'est pas un continent qui a vocation à être marginalisé ou marginal. C'est juste que nous ne sommes pas tous partis en même temps sur les mêmes starting blocks. Et il faudrait reconnaître que l'effort que nous fournissons aujourd'hui pour que l'Afrique ne soit pas au banc du monde, c'est-à-dire pour que l'Afrique ne soit pas un continent marginal ou marginalisé, c'est de se approprier cette histoire qui devrait être construite par nous-mêmes Africains et non par d'autres. On sait aujourd'hui que l'acquisition de la science, c'est la clé de la civilisation moderne. Mais quelles sont les conditions, les précautions et les prédispositions que nous devons prendre pour être capables de penser une Afrique qui se développe en se fondant sur la méthodologie qu'impose la technoscience. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la figure actuelle de la science. Bon, aujourd'hui, peut-être notre système éducatif n'est pas totalement décolonisé, un peu comme si on allait à l'école pour produire un futur pensé par d'autres. Nécessairement, on ne peut pas nous encourager à nous développer si nous-mêmes nous n'adoptons pas nos propres moyens de développement, parce qu'on peut avoir orienté notre éducation juste pour voir en nous des hommes devenus capables de servir les maîtres coloniaux. Mais est-ce que l'histoire est encore dans la logique stricte de la dialectique du maître et de l'esclave, où l'Occident serait le maître et l'Afrique l'esclave, l'esclave qui n'apprend même jamais suffisamment pour être capable d'inverser le sens de la domination? Moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que le décollage est difficile, mais pas impossible. Et ce décollage doit se situer à quel niveau? La culture du travail. L'habitude, si on développe cette habitude au travail, cette capacité d'introduire dans notre système éducatif des modules d'éducation ou de formation qui pourraient déclencher cette volonté qui somnole encore d'aller vers la science afin de penser un développement adéquat, je crois que ça marcherait. Mais aussi, il faut dire que l'Afrique n'est pas totalement dépouillée de tout sens de développement. C'est que notre recherche est restée très embryonnaire, très fondamentale, et il faudrait aujourd'hui peut-être articuler la recherche fondamentale à la recherche de développement en vue d'une sorte d'industrialisation. Mais nous traînons, mais il y a quand même des pays africains qui ont déjà un socle à partir duquel ils pensent se développer. Il y a des pays africains qui adaptent déjà leur programme de façon suffisamment adéquate pour que cela crée une émulation allant vers un développement technologique avéré. Donc on ne peut pas dire que l'Afrique a tourné le dos au développement. On ne peut pas non plus dire que l'Afrique n'est pas prête à prendre la marche vers la civilisation technologique. Ce qu'on doit dire, c'est qu'elle se réveille timidement du processus de décolonisation entamé au début des années 1960. Docteur dit, si on parle de ce que le professeur Mouchili vient de dire, est-ce qu'on peut relever dans nos arts de vivre comme ça des obstacles épistémologiques qui nous empêchent de voir le monde froidement? Oui, bien sûr. Il faut rappeler que si les autres nous ont accusés de fonctionner par la mentalité prélogique, d'être hors de l'histoire,
nous-mêmes, nous avons reconnu que si je prends par exemple les propos de Senghor, que l'Afrique doit être totalement engluée dans la négritude et qu'elle ne pourrait changer, elle ne pourrait sortir de cette négritude. On a vu des théoriciens tels que Edward Bladen qui pensaient que la nature psychologique de l'Africain ne peut pas changer, elle est immuable. Donc, on se dit qu'avec cette perception de l'Africain, il est impossible d'accéder à la mentalité scientifique qui se veut une révolution permanente. Parce qu'à ce moment, l'Africain va se dire, tiens, moi je suis pour la sorcellerie, je suis pour la nature, je ne dois que rester ainsi. Encore plus que cette perception lui a été inculquée par la colonisation. Parce que, comme le disait le professeur, avant cela, en Égypte antique, le Mali, autres, on a vu une émulation significative de la science. Mais cette mentalité, cette idée que l'Afrique est dans la négritude se résumant à l'émotivité, non la rationalité, vous connaissez la fameuse pensée de Senghor à ce sujet, et que dans l'Afrique, nous sommes là pour l'art, la culture, la danse, la chanson, la musique et tout le reste. Mais en ce qui concerne la science, ça reste encore le fardeau de l'Occident, pour parler comme Martien Toit. Et que tout ce qui concerne la technologie et le développement, cela ne concerne pas l'Afrique. Là, nous allons dire qu'il y a un véritable obstacle épistémologique. Mais nous savons que cet obstacle doit être franchi. Parce que l'Afrique a plusieurs époques. Comme le professeur le disait, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a deux Afriques. Deux Afriques. Il y a l'Afrique des intellectuels qui sont dans la recherche, même si les moyens ne sont pas suffisants, mais il y a une recherche scientifique importante sur le continent africain qu'on ne pourrait négliger. Mais il y a aussi la grande masse populaire qui est encore totalement dominée par la mentalité naturaliste ou bien alors par la mentalité traditionnaliste et encore, je n'ai pas envie de dire prélogique, j'ai peut-être envie de dire naturaliste, qui pense que c'est nous, pour nous Africains, ce qui importe c'est la tradition, c'est la culture de nos parents et que ce qui pourrait venir de l'Occident qui puisse être important, ce n'est que la religion. Parce que vous allez voir, en même temps qu'on est attaché à la tradition, en même temps on est attaché aux religions occidentales, le christianisme, l'islam et bien d'autres. Oui. Alors, je dirais que à ce niveau, il revient à l'Africain lui-même d'opérer une sorte de transcendance, d'admettre qu'il doit rompre avec cet état d'esprit qui n'a pas été productif jusqu'à présent. Et pour que cela soit possible, il faut un engagement de l'État pour rendre important la science. Parce que des chercheurs tels que Jean-Marc Ella ont pu démontrer que pour qu'il y ait un développement de la science, il faut aussi un engagement des pouvoirs publics à cet effet. Parce que on peut avoir des chercheurs isolés, mais pour qu'il y ait vraiment un développement technique et scientifique en Afrique, il faut que les pouvoirs publics puissent mettre en place des structures, mettre en place des institutions, mettre en place un financement adéquat pour que cela puisse être possible. Et cela va de soi. Il faudrait donc, comme le disait le professeur, aménager le système éducatif ou bien réaménager le système éducatif, mettre en place des institutions de formation adéquates, notamment à l'université, des institutions de recherche adéquates, mettre en place des laboratoires qui puissent permettre aux intelligences de s'exprimer. Mettre en place une diplomatie adéquate, une diplomatie scientifique adéquate qui permettrait des échanges sur le plan international de la science. Alors, tout ceci, pour ne citer que cela, sera important pour le développement technique et scientifique sur le continent africain. Pour ce Mouchili, constatons quand même que dans notre grande majorité, même à l'université, chaque fois qu'il y a un fait, le premier postulat de raisonnement est mystique.
Oui, ça peut amuser, sauf que c'est la réalité. Oui, nous ne sommes pas des êtres transparents. Nous ne sommes pas des êtres de tabula rasa. Oui. Nous sommes déterminés, déjà caractérisés par ce qu'on appelle en physique la réalité mentale. La réalité mentale, c'est l'ensemble des considérations que nous pouvons avoir pour des choses avant même qu'on ait essayé d'étudier ces choses. Voilà. Bon, et parfois, on a tendance à faire de ces réalités mentales une réalité scientifique. Or, la réalité scientifique est une construction qui vient bousculer les réalités mentales pour que s'installe dans notre entendement une façon objective de comprendre ou de connaître. Bon, ce sont des réflexes qui ne peuvent pas nous quitter lorsqu'on n'a pas acquis l'esprit scientifique. Vous voyez, quand Bachelard de Padu, regardez les titres de ouvrages, la formation de l'esprit scientifique. Le nouvel esprit scientifique, l'ancien esprit scientifique. Voyez-vous, ce processus se fait durablement, c'est-à-dire dans le temps. Et aussi, c'est un processus de dépouillement de soi, de cette mentalité qui pourrait être ce que vous avez appelé tout à l'heure, être considéré comme des obstacles épistémologiques. Oui. Voyez-vous, il n'est pas donné de comprendre la dynamique de la dialectique scientifique. C'est un apprentissage qui soumet le cerveau à une discipline à laquelle il n'est pas habitué. Et pour cela, cette confrontation pousse même à la négation de soi. C'est comme si, pour acquérir la science, nous entrons dans une logique historique de négation progressive de soi-même. Voyez-vous? Et lorsque cette négation progressive se transforme en un mouvement de changement de personnalité qui serait capable d'accéder à un niveau de réflexion tel que les considérations partisanes ne le dominent plus, alors on entre dans la logique progressive d'accession à l'activité scientifique, qui est une activité rigoureuse, qui exige de nous de la circonspection, de la froideur. Voyez-vous? Bon, maintenant, est-ce qu'il est donné à tous et à chacun d'accéder à cette mentalité, de ce niveau de perception circonspecte de la réalité? C'est la chose la plus difficile. Voyez-vous? Il s'agit de donner une discipline à soi-même et à sa façon de penser. Il s'agit de ne plus considérer les superstitions comme des niveaux de connaissance. Il s'agit de sortir de l'analphabétisme. Il s'agit d'obéir à un système de formation, un système rigoureux de formation. Voyez-vous? Bon, toutes ces étapes qui devraient être franchies pour qu'on accède à l'esprit scientifique n'est pas un long fleuve tranquille. On fait de la difficulté le chemin dans ces conditions. Voyez-vous? Bon, maintenant, comment vous expliquez qu'à l'université, on ait encore ce type de raisonnement? Disons que... C'est-à-dire que je vais prendre pour le prof a mal à la tête. La première idée, ce n'est pas qui lui vient, c'est pas qu'il n'a pas bu de l'eau depuis le matin, mais c'est qu'il y a peut-être le voisin, ou bien le grand-père, ou bien un oncle qui essaie de le nuire. Comment comprendre ça? Pour le reste de la population, ça se comprendrait. Mais à l'université, comment peut-on comprendre ça? On peut être cultivé sans réellement comprendre le fonctionnement de la science. Il s'agirait de quel type de culture? Alors, c'est à ce niveau que je vous dirais que beaucoup d'hommes cultivés prennent de mauvaises décisions parce qu'ils ne sont pas, j'allais dire au parfum, je ne sais pas s'il faut utiliser un tel concept à ce niveau, au parfum, ils ne sont pas toujours au même niveau d'information que les autres hommes des autres cultures. Voyez-vous? Ce n'est pas parce qu'on est cultivé qu'on maîtrise la science. Il y a des aspects de la culture qui pourraient être tels que nous soyons déconnectés de la science. Parce que, imaginez-vous que vous ayez développé une culture philosophique, mais qui ne traverse pas
le XXe siècle? Comment voulez-vous être au même niveau d'actualité que les autres qui maîtrisent la science, qui a commencé au XXe siècle avec le renouvellement même des paradigmes conceptuels de la démarche scientifique? Ce n'est pas possible. Si nous ne connaissons la philosophie qu'une histoire de la philosophie, il y a de fortes chances que nous ne fassions pas la différence entre une philosophie ancienne, classique et dépassée, et la philosophie qui, en s'actualisant, parce que, ayant compris ce que la science dit du réel, ayant considéré que ce que la science dit du réel n'est pas faux, alors on aura deux catégories de philosophes. Des philosophes. Parlons de scientifiques, nous parlons même pas de philosophes. Non, l'esprit scientifique détermine le philosophe parce que le raisonnement philosophique est scientifique. C'est pour cette raison que je prends une telle démarche. C'est pour dire que si nous avons beaucoup d'hommes de culture, mais qui ne sont pas au courant du développement de la physique quantique, à l'heure où nous parlons. Schrödinger a écrit son livre en 1950 et dit, d'ici 50 ans, moins de la moitié d'intellectuels auront assimilé l'information selon laquelle on ne peut plus aujourd'hui philosopher si cette philosophie ne s'enracine pas dans la nouvelle pratique scientifique qui voudrait que la philosophie ne se fasse plus en négligeant la science. Voyez-vous, nous sommes en 2022, ça fait 70 ans après. Vous réalisez bien que Schrödinger n'avait même pas suffisamment bien évalué ce qu'il pensait. Il a dit dans 50 ans, mais nous sommes 70 ans après. Ce n'est pas encore tous les intellectuels qui comprennent ce qu'on entend par physique quantique. Or, la physique quantique est un procédé de modernisation de la physique, de la connaissance de la nature, telle qu'aujourd'hui, quand nous parlons de la dynamique fonctionnelle de notre univers, ça avec plus d'assurance, parce que désormais, nous pouvons faire des prédictions avec plus d'assurance et de garanties. Docteur Ndji, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on soit un homme cultivé, mais qu'on réussisse à prendre des mauvaises décisions? Parce que dans ce que j'ai compris de ce que le prof dit, c'est qu'on est cultivé parce qu'on est littéralement, scientifiquement emmagasiné de pleines connaissances, mais qu'au moment de prendre la décision réelle, dans ses choix au quotidien, dans ce qu'on doit faire pour soi-même, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une école de l'école ou bien pour l'école, et après il y aurait une école, une autre statut? Est-ce que la science est déconnectée? Je ne voudrais pas vous couper, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une école de l'école. Il y en a. Oui, vous posez comme une question. Est-ce qu'on peut, ma question, est-ce qu'on peut faire la science sans que la science ne transforme pas la vie du sujet pensant? Non, monsieur le modérateur, ce que je dois vous dire, c'est que quand on est entre intellectuels, on n'a pas tous la même culture. Entre intellectuels. Maintenant, lorsque nous voulons parler de la domination que l'homme a sur le monde, si vous n'êtes pas informé au sujet de la physique quantique, vous ne pourrez rien dire du monde. Prof, qui va. la physique quantique, c'est trop grand pour ce que je recherche. Pour l'instant, je veux comprendre. Non, vous parlez d'universitaire. Oui, je suis comprends. Il n'est pas admissible qu'un universitaire de notre époque soit totalement en déconnexion avec la métamorphose que nous connaissons dans notre société et qui relève de ce que au début du XXe siècle, la science a totalement changé de paradigme. Prof, c'est pour ça que je dis que la physique quantique est encore trop compliquée. Oui. Non pas pour dire qu'il ne s'agit pas de ça, mais je dis que c'est trop avancé pour le minimum que je recherche. Entre la relation qui existe entre l'intellectuel et le monde réel. Est-ce que l'intellectuel, c'est un rêveur? Est-ce qu'il est déconnecté du monde réel? Parce qu'on peut rêver comme on veut. Quelquefois, quand vous êtes en face de la difficulté, la difficulté vous parle. Et si vous êtes cultivé, si vous êtes intellectuel, en principe, vous devriez être capable d'utiliser ce que vous avez appris
pour transformer le quotidien qui est l'univers le plus direct à vous. Oui, je vous comprends. Mais je vais vous prendre un exemple très actuel. Vous avez vu, durant la pandémie Covid, nous tous nous portions des masques, n'est-ce pas? Oui. Vous ne pouvez pas entrer dans des édifices publics sans porter ce masque. Mais quand le professeur vous dit qu'on ne peut pas contrôler ou maîtriser le monde aujourd'hui sans maîtriser la physique quantique, en fait des éléments de la nature, voilà ce qu'il voudrait vous dire. Combien savait-il que le masque en question ne pouvait pas nous protéger? Parce que quand vous voyez la dimension du microbe, de ce qu'on appelle le virus, du virus qui était en face, ce masque n'était pas suffisant pour nous protéger du virus. Mais vous avez parlé tout à l'heure des obstacles épistémologiques, mais ce ne sont pas les seuls obstacles qu'on retrouve en science. Il y a aussi les obstacles sociologiques, il y a les obstacles politiques. Parce que ce que je viens de dire là peut même être très mal vu par la politique de la lutte contre Covid. Vous voyez qu'il y a déjà un obstacle où le scientifique fait face à des décisions politiques ou culturelles qui l'empêchent de s'émanciper véritablement. Et ce problème est réel en Afrique. Si un médecin fait des études et il arrive dans son village, il commence à dire, mais cette eau-là, il ne faut pas la boire. On va lui dire, mais nous buvons cette eau depuis notre naissance et ça n'a jamais posé de problème. Oui, pour les gens qui vivent dans ce village, ils estiment que ça n'a jamais posé de problème. Oui. Sans oublier qu'ils se retrouvent souvent dans les hôpitaux. Cette fois-là, ils vont accuser la sorcellerie. Ça ne compte pas. Là, ça ne compte pas. On ne fait pas le lien entre l'acte de boire de l'eau et la situation de la maladie. Voilà. Pas de lien on va plutôt parler de la maladie, des sorts. Oui. On va parler des sorts. Oui. Vous voyez, quand le professeur parlait de la superstition maintenant, en ce moment, la mentalité est dominée par la superstition. Notons que le professeur Lucien ici vient de publier un titre sur la crise de superstition. Et justement, ici, nous avons des sujets en crise. Et en Afrique, nous avons plus d'être en crise. Cette fois-là, une crise négative, parce qu'il y a une crise positive, celle dont parlait le professeur là maintenant, la transformation de l'être. Mais nous avons des êtres en crise qui sont soumis à la superstition, à la religiosité et au mysticisme. Les religiosités, nous y reviendrons. Suivez, s'il vous plaît. Oui. Et au mysticisme. Oui. À ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le scientifique qui vit dans de telles conditions va subir ce qu'on appelle la loi de l'autoconservation. Parce qu'il se dit, si je me déploie totalement dans ma science, mais je serai rejeté par la société, par la famille, par l'entourage, et même parfois par l'État. Parce qu'il faudrait le savoir. Si vous déployez totalement votre intellectualisme, votre scientificité, votre perception de la rationalité pure du réel, alors beaucoup de gens vont commencer à prendre des distances et se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a un problème. Bon, d'autres scientifiques ont trouvé un moyen de diluer cela. Quand vous lisez Achille Mbembe, il parle d'une mentalité entrelacée entre l'Afrique et l'Occident. Il parle de l'entrelacement, le principe de l'entrelacement, où on adopterait un peu la culture occidentale, qui est souvent présentée comme la culture de la science, oui, et notre culture traditionnelle. Mais là, il y aura toujours un problème. Parce qu'en ce moment, la culture scientifique occidentale va totalement détériorer, voire même détruire la culture africaine. Et en ce moment, on ne pourrait même plus identifier quelle est la culture africaine. Parce que la superstition, le mysticisme, ce n'est pas la véritable culture africaine. Il faudrait chercher la culture africaine dans son ancestralité dont parlait le professeur tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en réalité, nous dans la vivons science. en reculons. Non, je dis dans la science. Oui. Il faut restaurer. Il faut restaurer l'esprit ou bien la rationalité perdue. Parce que la rationalité occidentale, je pense que je défonce une porte ouverte à des auteurs tels que Cheikh Anta Diop l'ont démontré. La rationalité occidentale est venue de l'Afrique, de la science qui était derrière. La rationalité scientifique aussi. Célébrée comme rationalité occidentale, prétendue.
Donc, on prétend que la science serait occidentale. Une émanation de la relation de la société occidentale. Oui. Voilà, alors que nous savons que les Thalès et autres sont passés à Luxor dans les temples de Thébès pour apprendre. Donc, ça veut dire que la rationalité africaine n'est pas mystique. Mais elle est devenue mystique. Parce qu'un peuple, lorsqu'il est dominé, a tendance à perdre ses repères. Et c'est là que je parlais de crise tout à l'heure. Nous vivons un temps de crise. Et c'est pourquoi je vous ai dit au départ, il est question aujourd'hui de repenser l'Afrique. Ou bien même de penser l'Afrique. Penser ici avec eux. Dans la mesure où nous allons mettre en place une nouvelle direction dans laquelle la science aura une place favorable. Et c'est là qu'on aura donc pensé avec pour essayer de résoudre les problèmes auxquels vous faites allusion. Parce que l'universitaire qui, lui, réfléchit suivant la mentalité prélogique ou bien suivant le mysticisme, au fond, peut-être qu'il n'y croit même pas. Vous allez voir que après, dans l'amphi, il va présenter la science. Il va parler de la science. Mais quand il arrive à la maison, dans la famille, où tout le monde pense autrement, il va aussi se laisser entraîner. Qui est-il? Nous avons donc, comme le disait Bénézin Tchomolé, des êtres chauves-souris. Nous avons des intellectuels chauves-souris qui tantôt sont des scientifiques, tantôt sont contre la science. Et c'est ce qu'il faudrait remédier. C'est-à-dire avoir des chercheurs totalement consacrés à la recherche et à la science, qui font confiance à la science et qui sont capables de produire et d'innover par rapport aux instruments que la science nous donne aujourd'hui. Une précision, docteur Ndi, rationalité africaine ou rationalité en Afrique? La rationalité scientifique est une rationalité universelle. Très bien. Oui. Donc, on prend rationalité en Afrique et pas rationalité africaine. Oui. D'accord. La question que je voulais poser, pour rentrer, je commence par le docteur Ndi, permettez, prof, pour rentrer sur l'esprit religieux, parce que tout à l'heure, c'est ce que j'appelais ça l'esprit mystique, même si l'esprit religieux rentre un peu dans le mystique. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre aussi, c'est que vous allez à l'église, vous allez aller à la mosquée, vous allez au temple, le pasteur parle et il dit, il vous demande de vous convertir et apparemment vous vous convertissez. Qu'est-ce qui se passe pour que nous ayons, nous, scientifiques, universitaires, des livres tout le temps, qui nous parlent, même dans l'intimité, et qu'on ne se convertisse pas? Ou bien il faut qu'on marque dessus, convertissez-vous, comme disent les biblistes, convertissez-vous rationnellement, c'est ce que je veux dire cette fois-là. Oui. Comment comprendre qu'il y ait une distance aussi forte entre l'intellectuel et la science, puisqu'on y est? Le professeur a donné une réponse tout à l'heure. Peut-être cette réponse est passée inaperçue. Le problème avec la science, c'est qu'elle exige un effort. Si vous voyez les États, permettez un peu, oui. Quand vous voyez les 3 États d'Auguste Comte, il y a la mentalité théologique. Elle semble naturelle et la plus ancienne. Oui. Et puisqu'elle est plus ancienne, elle semble totalement consubstantielle à nous. Donc ce langage semble être évident. Vous voyez un peu. Il est plus évident de dire que le soleil traverse le ciel que de se rendre compte que c'est la terre qui est en mouvement. Bon. Donc, vous vous rendez compte, c'est la même chose qui se passe dans le milieu religieux. Quand on utilise Dieu, on utilise la foi, ça passe, ça semble être évident. Maintenant, il faut des êtres, des personnes capables d'opérer une transcendance, une rupture vis-à-vis des connaissances naïves et ancestrales ou religieuses. Il faudrait des êtres capables de tourner le dos à la facilité, tourner le dos à ce qui est donné en soi. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Gaston Bachelard, il disait que la vérité, ce n'est pas donné. La vérité, elle est construite. Et pour cette construction, il faut donc adopter une nouvelle démarche. Une démarche totalement révolutionnaire qui tourne le dos à la démarche facile de l'attentisme de la foi. Et c'est là que la plupart, ce n'est pas un problème purement africain cette fois-là, c'est un problème universel. Il faudrait donc être en mesure de tourner le dos à cette facilité pour accéder à la science. Prof, est-ce que Dieu n'est pas une excuse?
quand vous parlez de Dieu, il s'agit peut-être pour moi de remonter même à Nietzsche. C'est-à-dire, beaucoup de peuples à l'état primitif construisent des formes de transcendance parce que victimes de leur incapacité de comprendre le monde pendant toute une période généralement pré-scientifique. C'est le processus historique de dévoilement de soi, comme dirait Martin Heidegger, qui permettra qu'on prenne conscience de ce qu'on a d'autres avantages que les autres espèces vivantes n'ont pas. C'est-à-dire la possibilité de raisonner et la possibilité même que la plasticité qui caractérise notre faculté de raisonnement peut nous donner comme moyen d'appréhension, moyen de domination et de domestication de ce monde. Mais si nous prenons cette affaire de Dieu comme on l'a fait pendant le Moyen-Âge, on sera enfermé dans des superstitions qui ne vont jamais nous libérer du dogmatisme. Je vous assure qu'aujourd'hui, dans les amphis, nous pouvons encore avoir des intellectuels qui pensent la possibilité qui pensent qu'on peut encore continuer à croire que les sciences exactes existent. Voyez-vous? Parce qu'il n'y a pas eu cette mutation épistémologique qui pourrait les installer dans le nouvel esprit scientifique. C'est-à-dire sortir de l'ancien esprit scientifique pour atterrir dans ce nouvel esprit scientifique qui nettoie en nous toutes les bases dogmatiques qui ont conditionné toute la rationalité qui a gouverné la démarche scientifique d'avant le XXe siècle. Jusqu'à même après Newton. Vous voyez, Newton en son temps disait que l'atome est trop petit pour qu'on en fasse un objet de science. Voyez-vous? Donc c'était normal que les gens s'enferment dans ce type de dogmatisme pour voir la nature seulement à partir de ce que les yeux nous présentent. Voyez-vous? Bon, mais est-ce qu'on peut sortir du dogmatisme tant qu'on n'a pas pris sur soi de faire de la science un enseignement de base? Et quand je parle ici de science, de la façon dont nous devons connaître les choses et comment les choses sont constituées. Ça va nous permettre de nous connaître de nous-mêmes et de savoir qu'à partir de cette masse corporelle que nous sommes, il y a des déterminants à l'intérieur de cette masse corporelle dont le fonctionnement détermine notre vocation à être intelligent. Voyez-vous? Bon, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Vous savez, tout à l'heure, le docteur disait, ce n'est pas ce qui est évident qui va nous permettre de sortir du sous-développement. Or, le discours religieux est captivant. C'est un discours captivant et qui ne vous envoie pas dans des efforts inouïs. C'est-à-dire, vous n'avez... quand vous regardez parmi les saints dans l'Église catholique romaine, il faut voir ce qui est Saint Antoine de Padoue, qui faisait la promotion de l'illettrisme. Parce que les illettrés sont plus bons pour Dieu que ceux-là qui interrogent tout le temps. Mais il est parmi les... C'est vrai qu'il n'a pas fait que ça. Mais quand même, quelqu'un qui a fait la promotion de l'illettrisme est parmi les saints. Si vous connaissez bien l'histoire de Saint Antoine de Padoue, c'est le seul saint qui a pensé que quand on était illettré, on était mieux pour Dieu. C'est-à-dire, on émergeait dans le risque de ceux qui iraient vers le Seigneur. Tant mieux, puisqu'on croit. Et vous savez donc que quand on... Regardez le sauvage de Rousseau, le bon sauvage de Rousseau. On dit qu'il est bon. Il n'est pas bon parce qu'il est conscient du fait qu'il est bon. Il est bon là-bas parce qu'il est innocent. C'est-à-dire, il vit dans l'abondance et ne pose pas de problèmes, ne peut nuire à autrui. Mais ce n'est pas une bonté telle qu'on pourrait l'admettre socialement parce que celui-là, quand il fait face au cataclysme, comment peut-il réagir? À seul, on ne peut pas faire face au cataclysme naturel, à l'instar des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis et autres. Alors, si l'homme est bon, comme chez Rousseau, pourquoi se trouve-t-il dans l'obligation de vivre en société, alors que le même Rousseau pense que la société corrompt l'homme qui est par nature bon? C'est parce que
en l'absence en dehors de la société, il n'y a pas d'humanité. Parce que l'humanité se constate dans ma capacité à vivre et à faire vivre. Voyez-vous? Bon, si je vis et je fais vivre, ça veut dire que la vie ne se perçoit pas qu'à l'échelle individuelle. Ça se perçoit davantage à l'échelle de la collectivité. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'il faudrait savoir comprendre l'autre et savoir que l'autre est un sujet comme moi je suis sujet. Et peut-être arriver à un niveau tel que l'homme étant capable de penser la société va se trouver dans l'obligation de laïciser et de faire comprendre à soi-même qu'il n'y a pas à attendre d'une transcendance le sens de l'histoire, mais qu'il y a à fabriquer par soi-même ce sens de l'histoire. Prof, peut-être que la transcendance a sa place, parce que la capacité dont vous disiez tout à l'heure à vivre pour l'autre, la religion l'enseigne. Peut-être que ce qu'elle n'enseigne pas, et qui devrait venir de la science, la capacité à transformer le monde, à s'approprier le monde pour en faire son outil. La religion l'enseigne, mais en quels termes? En termes de possibles récompenses qu'on pourrait obtenir en faisant du bien pour l'autre. Dans la société, c'est une obligation. Parce que les droits nous dictent ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Le permis et le défendu. Voyez-vous? Et à ce niveau, on travaille pour autrui. Parce que dans les sociétés laïcisées, on change le sens de la transcendance. La transcendance est davantage horizontale que verticale. Parce que c'est à l'autre que je dois demander ce que je peux faire pour sortir des difficultés et non attendre que Dieu me parle. Ouais. Bon, c'est pour dire que nous sommes tournés désormais les uns vers les autres et réciproquement. Et il n'est pas question de penser que l'homme pourrait ne plus être auteur de son histoire. Il est auteur et acteur de l'histoire parce que lui-même fabrique les conditions de possibilité de sortir de cet obscurantisme, sa caractéristique première, parce que fonctionnant sur la base d'un instinct de survie qui serait son premier déterminant. Mais ce déterminant va être éduqué. Parce qu'on a une intelligence qui est capable de faire en sorte que ce ne soit pas seulement l'instinct de survie qui nous pousse à agir, mais cet instinct de survie qui sera pris en charge par notre intelligence fera en sorte que nous soyons obligés de vivre dans la police, non? Et que nous soyons nous-mêmes policés pour être des êtres de société et que la société ne soit pas la jungle. Mais pour construire cette société, il faut des moyens de production. Pour sortir de la jungle, il faut déjà des moyens de production. Parce que quand on produit, on peut mettre à disposition de tout le monde les fruits de cette production. Et on ne sera plus obligé de vivre comme si il fallait que chaque personne ait des propriétés, comme si il fallait retourner dans une sorte de nature à la façon de Hobbes, où seule la ruse, la fraude et la force pourraient caractériser les individus. Nous entrons dans un système social organisé sur la base d'une rationalité qui distribue, qui se fonde en justice et qui crée des lois pour harmoniser la société. Parce qu'on ne fait pas la science juste pour connaître. La science nous apprend un savoir. Le savoir est un pouvoir qui nous donne la capacité d'articuler le savoir au savoir-faire. Et quand on a le savoir-faire, on peut aussi développer un savoir-être. Donc, on doit savoir-faire et savoir-être. Et tout ça, la base, c'est quoi? C'est la science, dont la figure actuelle, c'est la technoscience, et qui est le moyen premier de transformation du déjà là, en milieu civilisationnel. Donc, on ne peut pas aujourd'hui vivre en dehors de la science, vivre en développant cette mentalité superstitieuse, en croyant que le développement, c'est chacun qui le pense comme il peut. Non, le développement est un processus historique qui vous transporte d'un point que vous appelez niveau de sous-développement à un autre niveau qui sera celui de développement. Quand même le développement ne s'achève jamais. Il n'y a pas un point, ce n'est pas figé. Parce qu'à l'intérieur même d'une société développée, il faut encore développer d'autres perspectives. L'essentiel pour l'intellectuel,
c'est de savoir que, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, on est dans l'obligation de comprendre comment la science fonctionne. Donc on doit être à l'école et à l'écoute de la science tout le temps. Docteur Di, après les religions mystiques et ou religieuses, parlons de la raison coloniale. Je l'emprunte au professeur Antoine Mangabina, qui en avait parlé en son temps. On remarque aussi que l'un des obstacles majeurs, des obstacles épistémologiques majeurs de chez nous, c'est cette raison coloniale qui consiste à rejeter toujours la faute vers les autres. Qu'en dites-vous? Oui, tout à l'heure, je faisais déjà allusion à cette approche-là, parce que c'est vrai, en Afrique, on va toujours dire, nous avons connu la traite négrière, oui. Nous avons connu la colonisation, nous avons connu ceci, l'exploitation, la néocolonisation. À chaque époque, on essaye de trouver un justificatif. Effectivement. Mais nous oublions que des États comme la Chine ont connu autant, voire pire, que ce que nous avons connu ici. Je ne voudrais pas dire que ce que nous avons connu est négligeable, mais oui. Je veux dire que certains États ont connu la même chose, oui. Mais ça en ont sorti. Ça en sont sortis. Alors, quelle analyse pouvons-nous faire de cela? Nous pouvons observer quelle est la démarche qui a été adoptée dans ces États. Si nous prenons le cas, par exemple, du Japon, on a fait de la science une mission. Quand la fameuse mission Iwakura, qui consistait à envoyer des chercheurs en Occident pour ramener la connaissance. Et justement, pas une connaissance pour la connaissance, mais une connaissance qui pouvait transformer la nation japonaise. Et nous avons vu des résultats par la suite. Nous avons vu en Chine, c'est ce qui a été fait. Malgré la domination et toutes les influences que la Chine a subies, d'abord même le Japon a eu à dominer cette Chine, malgré ces influences, la Chine a pu sortir de l'eau. Quand vous lisez l'ouvrage de François Hollande, Affronté, François Hollande dit qu'il a pu observer l'évolution de l'État chinois. Et il a remarqué que ce qui a donné la fierté, la force à cet État, c'est son développement scientifique et militaire. Mais vous voyez que les deux ne peuvent pas être dissociés. C'est ce développement scientifique, technologique et militaire qui fait la force de l'économie. Alors, nous voyons que si nous prenons seulement ces deux cas de figure, nous allons nous rendre compte que l'Afrique pêche par sa timidité ou bien sa naïveté à croire que si elle a été dominée, si elle a subi des affreuses peut-être perturbations à une époque de l'histoire, cela suffirait à le dispenser de son engagement sur le plan scientifique et sur le plan historique. Non, c'est une erreur. Les États qui ont subi cela se sont servis de ces frustrations même pour se dire... Pour s'interroger sur les raisons et les causes de leur soumission par l'Occident notamment. Et Massin, toi, lui, il préconise d'ailleurs qu'on a volé ce qui a été l'outil. Pour voler, il faut voir là où ça se trouve en plus. Oui, il faut aller voler l'instrument de notre bourreau, qui est la science et la technique. Mais nous pouvons dire aujourd'hui, au lieu d'aller voler, bon, ça dépend de l'interprétation qu'on donne à ce vol, nous disons que nous pouvons plutôt adopter les approches des uns et des autres. Par exemple, ce que la Chine a fait, ce que le Japon a fait, ce que le Brésil a eu à faire, pour aller certainement apprendre et ramener ces sciences. Et cette fois-là, c'est toujours un engagement politique. Il faut une volonté politique. C'est une responsabilité étatique. Il faudrait que les nations africaines sachent que la science est un instrument fondamental dans le projet de développement. Et le projet de développement, il faudrait déjà avoir un projet. Ce projet qui doit être aussi pensé par les scientifiques. Et en ce moment, la science doit être l'instrument indispensable. Les financements de la science ou bien de la recherche en Afrique peuvent déjà nous donner des éléments de réponse à ce sujet. Quand vous voyez en Afrique, si nous réunissons l'ensemble des investissements en Afrique sur le plan de la recherche et de la science, ça n'atteint pas 10%
d'après les revues de la Banque mondiale. Ça n'atteint pas 10%. Alors que nous voyons... 10% de la recherche mondiale. Oui, nous voyons que les autres États, vous voyez encore le discours d'Emmanuel Macron récemment, qui demandait à la France d'augmenter le financement à la recherche, parce que nous sommes dans un monde en danger, dans un monde dangereux, je veux dire, dans un monde dangereux. Et l'Afrique, dans ce monde dangereux, pourrait se défendre avec quel instrument, si ce n'est que la science. La science doit donc devenir, j'ai envie de dire, un projet essentiel pour tous les États africains. Et lorsque nous observons ce qui se passe sur le terrain, avec parfois la négligence avec laquelle on traite l'éducation, la négligence avec laquelle on traite les chercheurs, les universitaires, l'absence des laboratoires. On peut avoir par exemple le CODESIA, quelques laboratoires scientifiques, mais il faudrait davantage que les États et même l'Union africaine mettent un accent sur la recherche et la science pour que le continent puisse s'en sortir, surtout pour cette période charnière de l'histoire. Professeur Mouchili, le professeur Charlie Gabriel Mbok a publié un livre, Décoloniser la France. Décoloniser la France. Ouais. En fait, il révèle cette attitude que nous avons à redemander chaque fois à être colonisé. Cette attitude attentiste. Parce que même de ce que le docteur disait tout à l'heure, on voit bien, là, si on met 10% de notre PIB, c'est ça? Oui. De notre investissement, parlons comme ça, on n'est pas spécialiste en économie, pour la ça signifie certainement que, sachant bien, conscient que tout ce qu'on consomme ne fait pas que les 10%, c'est parce qu'on sait bien qu'on va utiliser les 40% pour acheter. Oui, pour acheter. Donc, cette attitude-là, comment comprendre cette attitude-là? Cette raison, comment est-ce qu'on fait pour sortir, pour comprendre et sortir de cette raison coloniale qui nous épuise, qui nous écrase? Disons, nous avons connu une décolonisation administrative et peut-être politique, même si cette décolonisation n'est pas achevée. Mais il y a une autre forme, pour ajouter à côté de ce que Charlie Gabriel Mbok a dit, le professeur Bondje Djengele, oui, dans la même veine, parle d'endocolonisation. C'est-à-dire, nous avons adopté une mentalité telle que on a l'impression que l'Africain de l'Afrique noire a été colonisé jusqu'au mécanisme de réflexion. Oui. C'est-à-dire, les hormones sont sécrétées selon qu'on penche pour la colonisation, de moins en moins selon qu'on penche pour la décolonisation. Bon, mais, alors, si à ce niveau, nous sommes si assimilés, voyez-vous, le travail à faire est davantage important. Bon, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous n'avons pas été éduqués nous ne sommes pas encore suffisamment éduqués à l'ingénierie, mais nous sommes davantage éduqués à la revendication. C'est-à-dire, la revendication qui consiste à nous faire comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons les conséquences d'avoir axé nos études essentiellement sur la capacité de parler, et non beaucoup plus la capacité de faire. Bon, maintenant, comment faire pour qu'il y ait un bon dosage dans la capacité de parler et la capacité de faire? Et que, parce qu'on fait plus, on bavarde moins. Voyez-vous? Bon, et c'est aussi parce que, quelle est la masse? Est-ce que la masse d'aide peut constituer la masse critique nécessaire pour impulser ce développement? C'est-à-dire, de quoi avons-nous besoin? Et quel est le type d'aide que nous devons, dont nous devons bénéficier pour être capables d'accompagner ce projet de développement, de conduire ce projet de développement? Est-ce que, si on fait la balance, ce qu'on donne comme aide suffirait pour penser le décollage de l'Afrique? Bon, est-ce que les Africains, à partir d'une sorte de coopération sud-sud, ne peuvent pas fonder un réel pouvoir de se développer
en s'autofinançant dans leur système de relations sud-sud. Bon, maintenant, si on sort même de ces considérations, quels sont les objectifs de développement pensés par le politique et quels sont les pôles, c'est-à-dire dans quel secteur on sollicite davantage les ressources humaines en vue de penser et de réaliser ce développement. Que représente l'université dans le système de développement en Afrique? Que représente le chercheur? Et quelles considérations avons-nous pour la recherche? Est-ce que nous pensons que la formation donnée à notre jeunesse est celle dont a besoin cette jeunesse pour sortir, pour être la ressource humaine capable d'impulser un développement? Tout ça entre en compte. C'est un système qui introduit dans une chaîne plusieurs niveaux d'expertise. L'expertise politique, l'expertise économique, l'expertise même de l'intellectuel qui pense l'éducation. Comment ces différents niveaux d'expertise sont pris en charge? Bon, alors on pourrait même questionner la politique instituée dans les États pour penser le développement. Ouais. Si nous avons des États qui se structurent beaucoup plus à l'échelle administrative qu'à l'échelle basique, qui consiste à penser un État jeune, c'est-à-dire nouvellement indépendant, comme une république en chantier. De quoi avons-nous besoin en tant que pays jeune et en chantier? Et qu'est-ce qu'un chantier? Qu'est-ce que nous retrouvons dans un chantier? La Chine a pour classe politique des ingénieurs, au moins 90%. Notre classe politique, nos classes politiques dans les différents pays africains sont constituées d'administrateurs. Non. J'allais poser plutôt une question de quel type de gouvernants? C'est-à-dire, de quoi avons-nous besoin? Qui donne le là et qui impulse? C'est-à-dire, quelles sont les ressources sur lesquelles nous entendons adosser notre avenir en tant que pays en voie de développement? Dans beaucoup de pays du monde, à l'instar des États-Unis, l'université est le lieu, est le laboratoire de la pensée du développement. Est-ce que nous avons mis le même point d'honneur sur nos universités? Qu'est-ce que l'intellectuel pour nous? Qu'est-ce que l'ingénieur pour nous? Quelle relation faisons-nous entre la recherche fondamentale et la recherche industrielle? Toutes ces questions ne peuvent pas trouver de réponse seulement au sein des universités. C'est tout le système social qui est interpellé. Mais il faut bousculer les mentalités. Il faut bousculer les mentalités. Si nous sommes encore dans une Afrique fortement religieuse, ça sera difficile. Si les églises recrutent plus de personnes que des milieux de formation d'ingénieurs, il faut s'interroger. Comment faire pour intéresser la jeunesse ou bien les peuples africains à une activité qui sollicite le cerveau en permanence et fait en sorte que nous ayons de moins en moins besoin de temps de repos. Et dans une autre émission, je vous disais qu'à un moment de leur histoire, les Japonais avaient inventé une machine à rire. Parce que très occupés à travailler, on était déconnectés de la société. Au point où pour stresser, il fallait démarrer la machine pour que ça rie et nous déstresse et qu'on continue au travail, pas qu'on aille en repos parce qu'on doit rencontrer les autres. Donc, on est allé jusqu'à inventer des machines à rire. Vous riez étant en laboratoire. C'est-à-dire, nous avons déjà est-ce que avons-nous besoin de nous installer à table confortablement à notre stade de développement pour manger à midi? Nous devons manger en travaillant, en marchant. Vous voyez, dans des pays développés,
les gens n'ont pas le temps de s'asseoir parce que le temps est précieux, mais nous vivons encore comme si nous avons toujours le temps à notre faveur. Est-ce que nous croyons qu'il y a toujours du temps? Or, le développement se fait dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire, quels sont nos besoins et comment pouvons-nous capitaliser notre expertise de façon à répondre à ces besoins dans un temps précis. C'est de ça qu'il est question. Docteur Ndi, je vais caricaturer un peu. Nous cultivons avec la houe. Nous défrichons nos champs avec la machette. Quand on lit la Bible, on se rend compte, on dit qu'Abraham utilisait les chameaux. Je crois que c'est ça, si ma mémoire est bonne. C'est quand même d'une situation qui est grave. Bon, je pense que c'est vraiment une caricature. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure... Même si elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse, elle n'est pas fausse du tout. Quand vous regardez, par exemple, les pays comme le Bénin, quand vous regardez, par exemple, les objets artistiques qui ont été restitués récemment par la France, on retrouve là des roues. À l'époque de nos ancêtres, il y avait des roues, mais aussi des instruments qui étaient améliorés par rapport aux roues traditionnelles que nous avons aujourd'hui. Nous pensons que cette représentation artistique montre que notre société n'était pas aussi aérée qu'on puisse le croire. Mais moi, ce que je voudrais dire à côté de cela, le professeur parlait tout à l'heure de la Chine, je vais toujours partir de cette approche-là. Parce que le philosophe Liang Zhumi, le philosophe chinois, pensait que ce qui a permis à la Chine de se rattraper, parce que moi je suis dans cette logique-là, ce qui a permis à la Chine de se rattraper, c'est la prise de conscience de la concurrence. Et comme le professeur le disait tout à l'heure, est-ce que nous avons conscience que nous sommes dans un monde où il faut, pour survivre, il faut être en concurrence avec les autres? Et quels sont les instruments qui peuvent nous permettre donc d'être en concurrence avec les autres? Là, ça peut donc revenir à votre question. Est-ce qu'on peut encore cultiver aujourd'hui avec la simple houe et donner la suffisance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire à une nation? Il y a donc question, de savoir que la science doit s'intéresser peut-être à nos modes de culture ou bien à notre système agricole pour l'améliorer. Il y a certainement les institutions comme l'IRAD qui travaillent à ce niveau, mais il faut aller plus loin. Fabriquer des tracteurs qui sont adaptés à notre sol. Parce que vous savez que le pays, le Cameroun, a eu à acheter des tracteurs, mais qui ont eu du mal à fonctionner à cause de la qualité de notre sol, qui n'est pas forcément identique au sol chinois ou indien où ces tracteurs ont été fabriqués. Alors donc, il revient à nos chercheurs de prendre cela comme un défi. Parce que la science aussi, c'est un ensemble de défis. Les défis à relever, les défis sur le plan social. Le besoin est là. Il revient donc aux scientifiques aujourd'hui, aux ingénieurs, de s'approprier ce besoin. Mais pour que cela soit possible, vous n'allez pas tout seul entrer comme ça dans une forêt et commencer à fabriquer des tracteurs. Il faut un financement, il faut un cadre approprié à cet effet. C'est pourquoi je ne vais cesser d'interpeller l'État. Il faut même une expertise. Oui, il faut une expertise. Je vais toujours interpeller l'État. Parce que c'est encore une erreur de croire que les scientifiques seront comme ça dans la rue et ils vont innover, créer de façon ex nihilo. Ça, c'est une erreur. Il faut un plan de développement. Il faut d'abord un programme national de recherche qui va orienter la production scientifique au sein des différents États africains. Et comme le professeur le disait, il faut donc qu'on puisse harmoniser de la recherche fondamentale à la recherche expérimentale, la recherche appliquée, puis la recherche pour le développement. Il faut donc une coordination entre les universités et les entreprises, entre les universités et les organismes internationaux, entre les universités et surtout les projets politiques. Qu'est-ce que l'État veut? Qu'est-ce que chaque État africain veut pour sa nation? Et à partir de là, on va donc mettre la diplomatie scientifique en œuvre
pour pouvoir réaliser ce projet politique. Alors, parce que si nous voyons la science tout simplement comme un rayonnement de l'esprit de façon naïve, nous serons toujours à côté. Mais il faut savoir que la science est tout simplement l'appropriation des hommes de leur environnement, de leur milieu, des éléments qui composent leur existence ou bien la nature. Et à cet effet, lorsque l'homme a des difficultés, il se pose des questions. Pourquoi je n'arrive pas à dominer, à contrôler et à maîtriser telle situation? Aujourd'hui, en Afrique et partout dans le monde, on parle de la vie chère. Alors, les autres sont en train de réfléchir comment sortir des combustibles fossiles. Et il faudrait que l'Afrique puisse aussi réfléchir pour sortir de ces problèmes ou bien de l'enlisement auquel l'économie mondiale va forcément sombrer avec les crises en cours. Est-ce qu'il y a vraiment un groupe de scientifiques, des think tanks aujourd'hui disposés à penser l'Afrique de demain? Est-ce que nous avons des scientifiques qui vont nous dire quel mode de transport aurons-nous en Afrique demain? Quel habitat aurons-nous en Afrique pour l'Afrique de demain? Quel système, je ne sais pas, de communication pour l'Afrique de demain? Attendons-nous seulement qu'il y ait des technologies venues d'ailleurs? Comment contrôler même ces technologies venues d'ailleurs? Nous savons aujourd'hui que même les technologies que nous avons sont plutôt des armes contre nous. Ça veut dire que les téléphones que nous avons et tout cela, comme le téléphone qui est posé sur la table du professeur là, c'est plutôt une arme de communication qui contrôle nos activités, qui peut situer tout ce que nous faisons, qui enregistre parfois nos informations. Donc, l'Afrique doit se poser des questions sur son apport scientifique. Cet apport scientifique est son apport humain dans le monde de demain. Au fait, le monde même en cours. Parce que il faudrait reconnaître que si nous ne faisons rien aujourd'hui, il n'y aura aucun résultat demain. Et si nous renvoyons tout à demain, nous ne savons pas ce qui pourra arriver. Nous voyons déjà même dans les médias certaines Africaines. Nous avons vu notre sœur dans un média qui demandait la reconquête et la recolonisation de l'Afrique. Et si cette voix pouvait être entendue, comment faisons-nous pour nous prémunir d'une telle philosophie ou bien d'un tel cours de l'histoire? Il faudrait que les Africains sachent que la science aujourd'hui est leur moyen de salut. Nous avons parlé de la religion, nous avons parlé de nos cultures. On ne peut sauver nos cultures, nous pouvons sauver notre histoire que si nous avons le contrôle de la science. Ce contrôle de la science passe par le contrôle de la matière. Et ce contrôle de la matière passe par la recherche. Et quelle est donc la portion du financement de la recherche? Quelle est la politique de la recherche dans nos nations? Qu'est-ce que nous faisons pour que nous, Africains, nous soyons épanouis dans la science et dans la technique? Telles sont des questions qui doivent être posées aujourd'hui. Professeur Moucheli, je suis convaincu qu'on ne peut pas se passer de l'État. Mais on l'a tellement dit. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait aussi longtemps qu'on a des États, des personnes au sommet de nos États qui ne mesurent pas suffisamment, selon les scientifiques, les enjeux. Mais comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Parce que ça devient un aller-retour improductif qui n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Parce que entre la houe et le tracteur, il y a forcément des instruments qu'on peut mettre en place, même en se mettant en GIC, en association. Il y a peut-être des choses comme ça qui sont possibles de faire. Peut-être aussi que ces actions au niveau du citoyen, au niveau des groupes, pourraient bousculer nos États de sorte qu'ils croient en ce que font leurs chercheurs. On ne peut pas avoir des universités juste parce qu'on voudrait, lorsqu'on fait un recensement, savoir combien d'intellectuels il y a dans un pays. Et les universités naissent parce que, à partir d'elles, on exprime le désir d'un décollage économique ou d'un développement civilisationnel. Alors, le chercheur, aujourd'hui, a plusieurs sources d'inspiration. Entre autres sources d'inspiration,
les besoins des peuples qui conduit à l'invention, à l'innovation, à la transformation. Mais ces inventions, ces transformations ne sont pas uniquement à être utilisées ou comprises par le scientifique. Et c'est à ce niveau qu'en vulgarisant la science sans la rendre vulgaire, on appelle l'attention de tous à s'associer, à se mettre, à être disposé à comprendre que il n'y a pas d'avenir si il n'y a pas accélération dans le développement technoscientifique. Bon, maintenant, qu'est-ce qui rend possible ce niveau d'accélération tant souhaité? C'est l'apport de l'État. Parce que, sans vous mentir, c'est l'État qui organise la structure et le fonctionnement d'une nation, c'est-à-dire les pouvoirs politiques. Ce pouvoir politique peut est l'organe de facilitation. Il n'est pas question ici de solliciter de l'État des paniers d'argent, nécessairement non. Il est question pour nous de penser que l'État est l'instance supérieure de facilitation. Et la facilitation peut être la possibilité pour l'État de créer un accès facile, aisé au crédit. Par exemple, à un moment donné, on disait que l'Afrique centrale, au niveau de ses banques, était en surliquidité. Mais ce sont les banques qui prêtent le moins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une confiance entre ceux qui veulent, ceux qui empruntent et les institutions qui prêtent. Il faut créer cette confiance. Parce que le climat d'investissement scientifique ou économique peut n'être pas favorable par rapport à la politique ambiante et à la formation qu'a reçue la population par rapport à l'idée qu'elle devrait avoir même de la notion de développement. À ce niveau, je reviendrai toujours à l'université, qui est le pôle central de la pensée du développement. Moi, je ne pense pas que dans nos universités des États subsahariens, un point d'honneur, l'université soit la priorité fondamentale. Or, il faut faire de l'université une priorité, de l'école en général. Et parce qu'à l'école, on va former à la fois les scientifiques et les ingénieurs au sens premier du terme. Parce que le scientifique est celui-là qui invente des possibilités. C'est pour ça qu'à l'échelle de la science, à l'échelle basique de la science, au niveau de la recherche fondamentale, il faut inclure le hasard, le tâtonnement, parce qu'on veut découvrir, on veut inventer. Bon, maintenant, l'ingénieur, c'est celui-là qui exploite les données produites par la science pour créer l'industrie et le fonctionnement de cette industrie. C'est deux échelles. Les deux, le scientifique et l'ingénieur sont tous deux ingénieurs. Mais le scientifique est celui qui invente les possibilités de mise en œuvre du pouvoir qu'elle constitue. C'est-à-dire, elle ici, c'est la science. Et là, au niveau, après l'invention, la découverte, et la compréhension du pouvoir de la science, il revient maintenant à l'ingénieur de mettre en œuvre la pensée du scientifique. À ce niveau, est-ce que la formation des ingénieurs dans nos pays de l'Afrique subsaharienne, est telle que cela pourrait construire une masse critique nécessaire pour penser un développement fondamentalement endogène?
c'est difficile. Quand on parle des pays africains, un pays qui... Rares sont les pays qui forment plus de 10 000 ingénieurs l'année. En dehors peut-être de la Tunisie et quelques autres pays comme l'Afrique du Sud. Et après, il faut noter même que ceux qu'on a formés ne sont pas toujours au cœur. Opérationnels. Oui, opérationnels. Parce que... pourquoi ne sont-ils pas opérationnels? Peut-être parce que le contenu de la formation non, doit être remis. Pas nécessairement pour cela. Parce que le pays qui devrait être en chantier n'a pas démarré son chantier. Parfois. Et quand le chantier n'est pas démarré, on reste dans les bureaux de conception, qui sont généralement les bureaux administratifs, où finalement on va enterrer ce génie. On devient celui qui traite les dossiers. Or, on devrait être celui-là qui met en œuvre le pouvoir que nous donne l'ingénierie. Mais là, c'est à ce niveau que le politique devient le maillon essentiel de la chaîne. Parce que on est comme dans un système d'engrenage où la poulie motrice est le politique, quand même le scientifique produit des idées qui peuvent aider le politique à s'orienter. Voyez-vous? Parce que c'est le politique qui ouvre les pistes de facilitation des systèmes de recherche. Mais l'Afrique est encore assez en retard à ce niveau. Bon, quand on dit l'Afrique, c'est un peu trop dit. Parce qu'en Afrique, il y a des pays qui connaissent un décollage certain. Bon, nous, surtout dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, le décollage est assez difficile. C'est assez difficile. Parce que peut-être faut-il redéfinir à l'intérieur de chaque État la notion de priorité. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Afrique pense être d'ici à 2050? Et quels sont les moyens à mettre en œuvre à cet effet? Et qu'est-ce qui concourt à la réalisation même de ces moyens? Faudra-t-il importer des intelligences ou fabriquer nous-mêmes nos intelligences en fonction des offres de formation dont nous sommes capables? Docteur dit, dans les universités ailleurs, il y a des chercheurs qui ont leur laboratoire, qui commencent quelque chose avec de jeunes étudiants, qui ont des équipes de recherche. Chez nous, ça existe forcément, mais ce n'est pas, on ne voit pas toujours, on voit ces capitaines, ces profs-là, trouvés par eux-mêmes quelquefois auprès des ONG, auprès de quelques institutions, des sources de financement, pour suivre telle recherche, pourquoi chez nous, ce n'est pas la chose la mieux partagée? Peut-être parce qu'on considère encore la recherche scientifique comme un problème purement individuel, subjectif et personnel. Oui. En Afrique, on se dit que il mène la recherche, il fait ses recherches et à lui de se débrouiller pour trouver quoi faire de cette recherche plus tard. Mais dans d'autres milieux, la recherche scientifique est un enjeu stratégique, donc entre dans les priorités. Alors, et si la recherche scientifique est prioritaire, alors on met en place un système qui facilite à la fois la mise en place des institutions de recherche, mais aussi leur fonctionnement. Et bien sûr, dans ce fonctionnement, nous allons retrouver la question du financement. Parce que le financement de la recherche est fondamental et essentiel dans la mesure où tout ce qu'on utilise dans les laboratoires est assez onéreux. Pour avoir d'abord des infrastructures, de milieux où il va falloir s'installer, il faut des moyens. Et connaissant même déjà la dotation financière ou les revenus des scientifiques en Afrique, c'est assez délicat de s'engager tout seul dans ces recherches. Quand vous parlez des jeunes chercheurs, parfois ces jeunes chercheurs travaillent avec leur encadreur aux frais de l'encadreur, aux frais du professeur. Donc, c'est difficile
d'avoir des résultats escomptés. On peut avoir quelques timides mouvements, mais ce mouvement n'est pas en mesure, n'est pas à même d'apporter des transformations significatives pour une nation. Est-ce qu'on ne peut pas créer des associations? Est-ce qu'on ne peut pas créer? Est-ce qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'on ne peut pas créer? Il y a quelque chose forcément à imaginer. On ne peut pas rester là. Moi, je voudrais, sans toutefois couper le docteur dire que quand je parle des pays jeunes, par exemple, il y a 100 ans, beaucoup d'États africains n'avaient même pas un laboratoire. Et nous sommes en train de parler comme si on était dans des pays où il y a plus de 300 ans. On parlait déjà de Galilée. La recherche est organisée. Sauf que, prof, les outils que nous avons, si nous fabriquions les aiguilles, si nous fabriquions des cure-dents, si nous fabriquions des choses les plus simples qu'on utilise tous les jours, ça se comprendrait. On dirait que nous sommes en train de chercher à fabriquer un satellite, à fabriquer des avions. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes au... C'est une recherche, j'ai envie de dire, permettez, rudimentaire. Oui, c'est vrai. Parce que notre niveau de développement ne nous permet pas encore, d'être plus que ce qu'on est. Ce qu'il faut dire, c'est que quand je dis qu'il y a 100 ans, même l'État en gestation n'avait pas ce type de laboratoire. Vous n'avez qu'à constater que nos anciens enseignants, tous ont été formés dans des pays occidentaux. C'est ce qu'il faut savoir. Ils sont revenus ici pour enseigner à leur tour. Et ils ne sont pas revenus avec des moyens pour ouvrir des laboratoires. C'est nos États qui sont devenus indépendants qui doivent se débrouiller à faciliter l'installation des laboratoires. Mais ces États sont nés déjà super endettés. C'est-à-dire, tout ce qu'on aurait pu faire pour vous pendant la colonisation est transformé en dette que vous devez payer. Il n'y a aucun pays indépendant en Afrique qui est né sans dette, qui serait né sans dette. Tous les pays africains étaient déjà endettés avant d'être indépendants. Maintenant, il fallait construire ces pays, mais en allant chercher les intelligences ailleurs et en envoyant notre propre jeunesse se former ailleurs. Se sont-ils formés dans le sens de développer un joint venture? C'est là la question qu'il faut se poser. Et quand même, et comment ces indépendances ont-elles été obtenues? Est-ce qu'il s'agissait d'avoir l'indépendance pour se développer aussi? Est-ce qu'il s'agissait d'avoir l'indépendance? Bon, n'entrons pas dans les questions politiques. Mais ce qu'on doit dire, c'est que quand un État se met en chantier, ça va avec tout ce qu'il faut. C'est-à-dire le type même de formation que l'on offre à sa jeunesse et l'ambition politique définie par rapport aux besoins de la société, c'est tel que on ne peut pas vouloir qu'à ce niveau, dans nos pays, qu'on ait déjà une expansion des laboratoires au même titre que cela se fait dans des pays où le chercheur peut faire le tour du monde en ne dépendant que de son laboratoire. Oui. Ici, il est encore... Moi, je vous ai souvent pris des exemples. Il est encore difficile pour un chercheur de chez nous de financer la publication de son propre livre. C'est-à-dire, on est encore dans la logique de on fait comme on peut. Il ne s'agit pas de faire comme on peut. Il s'agit de faire de façon à aller loin. Et comment faire pour aller loin s'il n'y a pas d'assises pour nourrir ses ambitions? Docteur Ndi, j'insiste sur ma question. Quelle est la voie de contournement? Oui, je pense que ce n'est pas quand même la fatalité, parce qu'à côté le professeur, nous sommes faits pour mourir, parce que... Mais il ne s'agit pas de cela. Oui, c'est sûr. L'impression, c'est que et en sachant bien... Non, je fais un état des lieux. Et dans l'état des lieux, il faut soigner la plaie et non donner une solution cosmétique. C'est-à-dire il faut aller dans la profondeur même de la gangrène. D'accord, pour trouver le diagnostic le mieux adapté
pour penser une politique universitaire Prof. Oui, oui. Prof, et c'est pour reformuler ma question au docteur Ndi. Les autres lancent des missiles hypersoniques. Ils sont à ce niveau-là. Oui. Pour fabriquer ces lunettes, généralement, le lunetier vous dit, attendez, dans 2 ou 3 semaines, on va commander. Oui. Docteur Ndi. Oui, vous savez, dans le cahier de retour au pays natal, nous voyons, pour parler de l'Afrique, on dit celui qui n'a pas contrôlé la mer, celui qui n'a pas contrôlé l'air, celui qui n'a pas inventé ceci ou cela. Bon, c'est ça l'Africain, c'est la manière de présenter l'Africain, celui qui n'a rien produit. Et du coup, c'est aussi un bon consommateur. Il ne produit rien, mais il consomme. Mais le problème est à examiner donc dans le circuit de recherche, dans le circuit de recherche national. Qu'est-ce que nous faisons? Vous parlez de missiles balistiques. Quel lien pouvons-nous établir aujourd'hui entre la recherche civile et la recherche militaire en Afrique? Existe-t-il vraiment une véritable politique de la recherche militaire? Alors que nous savons qu'ailleurs, cette recherche militaire semble même être porter les autres oui, la locomotive de la recherche. du reste de la recherche. Oui. Et quelle collaboration avons-nous entre les chercheurs des universités, donc les chercheurs civils et les chercheurs militaires? Quelle passerelle avons-nous établie entre ces deux univers qui sont pourtant essentiels pour l'émancipation de la science dans une nation? On va donc se retrouver que les problèmes de l'optique, de l'atome et tout cela restent encore des problèmes purement théoriques et n'ont pas vraiment un impact réel dans la vie des citoyens au quotidien. Parce qu'il n'y a pas des endroits où on pourrait expérimenter cela, où les chercheurs, les ingénieurs pourraient mettre en œuvre eux-mêmes des techniques pour fabriquer des glaces, pour ces lunettes, ou bien fabriquer d'autres objets. Quels sont dans les lycées techniques, des lycées où on apprend aux enfants à fabriquer les circuits des téléphones? Parce que on va sûrement faire une physique, de l'électronique en vague, mais est-ce que dans les collèges et les lycées, on ne pouvait pas introduire ces programmes? Ce qui fait qu'un enfant qui soit avec le bac et autres pourrait déjà savoir ce qu'il pourrait faire, être capable de produire. Nous avons des bouteilles ici. Comment faire pour transformer ces bouteilles? Nous avons des problèmes de l'environnement aujourd'hui, alors que ces bouteilles peuvent être une source fondamentale dans d'autres sociétés. Alors, la réforme de l'éducation, la réforme de la formation et surtout la dotation des moyens nécessaires en infrastructures économiques et ainsi de suite, créer aussi des passerelles entre des banques et des universités. Si l'État ne peut pas financer, des banques peuvent supplier l'État à ce niveau-là. Merci, docteur. Et certainement apporter les financements nécessaires qui seront remboursés par les chercheurs, après avoir étudié les projets de recherche de ces jeunes chercheurs. C'est voilà une approche. Et on pourrait aussi interpeller les autres entreprises qui ne sont pas des banques à venir chercher ou bien signer des accords avec des chercheurs et des étudiants dans les universités pour développer des recherches dans un sens plutôt que dans un autre et se servir de ces recherches plus tard pour leur propre développement économique. Professeur Mouchili, pour sortir, est-ce qu'il ne nous manque pas dans les contenus de notre éducation le contact direct avec la réalité? On notait, je crois dans une des émissions ici, que dans beaucoup de nos spécialités, dans beaucoup de nos disciplines, nous étudions l'histoire de ces disciplines-là. Et du coup, le jeune ingénieur sorti de l'école manquerait le contact avec la réalité qui, par familiarité au cours de sa formation, lui aurait donné des intuitions pour qu'il soit apte, dès qu'il serait sorti de l'école, à dompter, transformer cette réalité-là. Il y a peut-être cet aspect qui pourrait être un frein à développement, mais je dois dire que on ne peut pas croire que nous ne décollons pas parce que nos contenus de formation ne sont pas
adaptés. Mais ce que je dois dire, c'est l'exploitation de ces contenus. Parce qu'il faut déjà exploiter ce qui est là. C'est vrai que dans beaucoup de disciplines, on s'enferme dans l'histoire. Mais, et on croit que la culture s'enferme dans cette histoire. Mais ce que je dois dire, nos laboratoires se renouvellent. Hein, et nous avons l'étudiant camerounais médecin de formation qui a fait le cardiopathe. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait? Bon, est-ce que industrialiser... Je crois même qu'il a été récupéré par un laboratoire. Le fruit de cette recherche. Voilà donc le chercheur. Nous utilisons aujourd'hui, on peut aller au-delà du laboratoire. Pour ma part, il ne s'agit pas de savoir si le contenu de formation est adapté. Il s'agit davantage de savoir qu'est-ce qu'on fait de ce que nous produisons comme ingénieurs et scientifiques. C'est-à-dire, comment faire en sorte qu'ils se sentent valorisés dans leur domaine. C'est en exploitant à fond le fruit de leur recherche. Parce que quand même, un chercheur serait bien payé et que ce qu'il a mené comme recherche n'aurait pas un impact sur la condition de sa société, il ne sera pas satisfait. Parce qu'on a de plus en plus l'impression que quand un chercheur se plaint dans nos pays sous-développés, c'est parce qu'il n'a pas un salaire conséquent. Non. Il n'a pas besoin d'un salaire conséquent lorsque sa recherche connaît peut-être une exploitation à l'échelle industrielle parce qu'il aura des retombées, puisqu'il aura un brevet d'invention. Le brevet d'invention peut suffire pour nourrir un chercheur. Mais on a, dans l'Afrique subsaharienne, rattaché, enfermé, on a fait en sorte que le chercheur dépende d'un salaire. Voyez-vous? Oh, la recherche est rentable. Et la rentabilité devrait faire en sorte que ce qu'il reçoit comme fruit de son travail augmente selon que son intelligence est exploitée et non qu'il dépende d'un salaire fixe en l'absence duquel il devient un clochard. Voyez-vous? Oui. Non, le chercheur doit dépendre de ce que produit la recherche. Beaucoup plus que du temps qu'il met dans un laboratoire universitaire où il est utilisé par l'État qui pense un salaire. Non. Et c'est pour cette raison que les autres chercheurs peuvent créer des laboratoires. Parce que l'intelligence se vend et à prix d'or. Voyez-vous? Oui, un salaire mensuel ne suffit pas pour être l'instrument de mesure du niveau de production d'une intelligence. Non. Vraiment. Et voilà l'un des problèmes qu'il faut résoudre par rapport à la considération qu'on a pour la recherche. La recherche doit pouvoir on doit pouvoir vivre de sa recherche. Pas surtout vivre de son salaire. C'est vrai que le salaire est déjà une rémunération par rapport à la recherche qu'on fournit. Mais quand c'est l'État seul qui pense la rémunération, il n'y a pas la dynamique qu'on connaîtrait en faisant la recherche que lorsque on serait en train de penser qu'au fur et à mesure que votre recherche gagne en aura dans le marché, votre bourse aussi s'augmente, s'agrandit. C'est à ce niveau qu'il faut trouver la solution à nos problèmes par rapport à la recherche et développement en Afrique. Merci infiniment, professeur Mouchili. Ce n'était pas une émission en hommage au professeur Antoine Manga Bina, mais je vais revenir sur l'un de ses raisonnements pendant qu'il nous enseignait. C'était, comme conseil, il disait toujours, chaque fois que vous avez un problème, posez-vous toujours la question de savoir ce que dit la science. Et après avoir exploré les plausibilités de la science, vous pourrez expérimenter d'autres domaines.
C'est sur ces mots, chers téléspectateurs, que nous allons achever cette émission en vous disant infiniment merci de l'avoir suivi de bout en bout et en remerciant le docteur Ndi. Merci. Merci, professeur Mouchili. Merci pour cette invitation renouvelée. Merci, professeur Mouchili. Merci, docteur Ndi. Merci à l'équipe technique. Merci et à très bientôt sur Africa TV. N'oubliez pas de vous abonner parce que chaque fois que vous vous abonnez, c'est notre Afrique qui gagne. À très bientôt sur Africa TV.